l'histoire d'un cuisinier plutôt, qui était burkinabé, qui résidait chez un Français, qui avait un salaire de 100 000 francs CFA par mois. Le monsieur un jour a dit à son patron que lui veut partir chez lui au Burkina, dans son village, pour faire le métier d'agriculteur. Le blanc a dit, mais tu es fou. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents agriculteurs, paysans. Et j'ai eu aussi la chance d'être le fils aîné d'une famille nombreuse. Je veux devenir un exploitant agricole. Elle a dit, jamais de ma vie, parce que moi, je suis ta mère. Nous sommes riverains, béninois, togolais. On est tous du même pays. C'est quand on tombe et qu'on se relève qu'on réussit. Et avec quel argent? 0 francs, les poches vides. Alors j'ai négocié la location. Comprenez bien, location. J'ai loué le terrain à 0 francs. Bienvenue sur Hack TV, votre chaîne YouTube qui met en valeur les activités de ceux et celles qui bâtissent et nourrissent l'Afrique en silence. Dans ce nouvel épisode de votre émission Mon Parcours, nous vous emmenons en République du Togo à la rencontre du Top Impact Togo 2020 et meilleur ONG local 2022. Il s'agit de M. René Théou, exploitant agricole, président de l'Association des ruraux épanouis du Togo, Arrêt Togo, situé dans le département de Haro, précisément à Notien. Installez-vous confortablement et suivez-nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Bonjour Alban, comment tu vas? Je vais bien. Très heureux de vous avoir vu après un moment. Ah oui, ça fait 3 ans. On se voit en ligne, mais physiquement ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, effectivement. Aujourd'hui, je suis très honoré de vous recevoir dans cette émission qui est dénommée Mon Parcours. Cette émission qui donne la voix aux sans-voix. Cette émission qui met en lumière les acteurs du secteur agricole, ceux qui bâtissent dans le silence l'Afrique, ceux qui ne font pas beaucoup de bruit, mais qui travaillent dans l'ombre, dont vous faites partie, cher doyen. Ah oui. Et Merci. je voudrais que vous vous présentez. Théou Novisi Dodi, dit TND. Beaucoup me connaissent sous le prénom de René Théou. Je suis un Togolais. Je suis un exploitant agricole et en même temps président d'une association dénommée Arrêt Togo, Association des ruraux épanouis du Togo. J'exerce dans ce métier depuis les années 1985 et pour moi, c'est un hobby, c'est une vocation. Je suis ravi de rencontrer Alban qui veut savoir davantage sur mon parcours. Il veut savoir quand est-ce que j'ai commencé et ce que je ressens, qu'est-ce que j'apporte à notre Afrique, qu'est-ce que j'apporte aussi à l'humanité. Oui, merci de nous avoir reçus sur votre émission. Le plaisir est partagé, cher doyen. Alors, Ok. pour commencer, dites-moi, qui est Monsieur René Théou? Où êtes-vous né? Et parlez-nous un peu de votre enfance. Très bien. Je suis né à Gomeglozo, plus précisément dans la ferme que nous appelons Afomono, dans le Bamono, non loin de Atiémé. Donc, nous sommes riverains, béninois, togolais. On est tous fils d'un même pays. J'ai fait mon enfance au village. J'ai fait l'école primaire au village. Et ensuite, j'ai quitté le village en 1972 pour s'y rendre à Dapaon, où j'ai continué mes études primaires avant de d'achever le cours secondaire à Gomeglozo. Et après, j'ai fait un peu Lomé. Et en 1985, j'ai eu la chance d'apprendre qu'il y a un centre de formation à Noatien. Et puis voilà, j'ai débarqué à Noatien pour passer un concours d'entrer dans cette auguste école d'agriculture que nous appelons OIC, le centre des opportunités des affaires
dans les années 85, j'ai fait mon stage agropastoral et depuis, je suis resté à Noirtier pour entreprendre dans ce noble métier d'agriculteur. Je suis père de famille, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants et voilà, je suis à votre disposition. Dites-moi, quand vous étiez enfant, quel était votre rêve d'enfance? Aujourd'hui, on voit beaucoup d'enfants qui grandissent et qui effleutent des rêves, qui ont des rêves, qui se disent, moi, demain je serai ci, demain je ferai ça, demain je serai pilote d'avion, je serai capitaine de bateau, je serai médecin. Vous, quand vous étiez enfant, quel était votre rêve? Ah oui. Une excellente question. Ça nous permet d'orienter nos enfants. Avant, il y avait ce qu'on appelle l'orientation scolaire et professionnelle, ce qui n'existe malheureusement pas aujourd'hui. Mal cadré. Mal cadré. C'était les parents qui étaient en charge de cela par le passé. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents agriculteurs, paysans. Et j'ai eu aussi la chance d'être le fils aîné d'une famille nombreuse. Alors, quand maman me posait la question de savoir ce que j'allais faire plus tard, je lui ai souvent dit que je veux devenir un exploitant agricole. Elle a dit, jamais de ma vie, parce que moi, je suis ta mère. Tu vois, nous travaillons la terre, ton père et moi, mais on n'arrive pas, franchement, à vous donner un bel avenir. On a peur de ce que vous allez devenir demain, parce que ce n'est pas un métier d'avenir. Je dis, maman, c'est ce que je ferai plus tard. Pourquoi? Maman dit, non, je veux que tu deviennes un enseignant. Un directeur d'école comme ça, c'est sûr que tu pourras prendre soin de moi. Je dis à maman. L'inquiétude de tout parent. C'est normal. Et c'est ce qu'il y a en Afrique. Ah, oui. On ne veut pas laisser l'enfant exprimer sa volonté, on ne veut pas le laisser choisir son chemin et l'accompagner dedans, mais on veut lui mettre une barrière pour dire, c'est ce que moi je veux que tu fasses, que tu vas faire. Racontez-nous la heureusement qu'à un moment donné, les parents ne peuvent plus nous imposer les choses. Vraiment. Et donc, quand j'ai quitté les parents, j'ai fait mes études primaires et secondaires un peu à Dapaon. J'ai vu ce que c'est que le métier d'agriculteur parce que, franchement, au nord, l'agriculture, ce n'est pas n'importe quoi. Les paysans de la région des savanes sont de grands éleveurs et de grands agriculteurs. J'ai vu combien de fois les agriculteurs pouvaient s'occuper de plusieurs enfants, de plusieurs femmes. J'étais sûr que je n'avais pas fait un mauvais pas, un mauvais choix. Et puis, subitement, après, j'ai fait un peu Lomé. Et c'est là où j'ai commencé par lire. J'ai lu beaucoup de revues, des magazines agricoles. Parce que vous savez, dans la vie, quand vous voulez faire quelque chose, il ne faut pas attendre, il faut chercher. J'ai beaucoup lu. J'étais déjà dans la fièvre de ce métier après la lecture de plusieurs magazines. Surtout des magazines que je recevais de la Côte d'Ivoire. J'étais chez un monsieur qui lisait beaucoup. Ça m'a permis de lire aussi. Un jour, je suis tombé sur une revue, AgriPromo. C'est une revue qui est encore d'actualité aujourd'hui, où j'ai vu dans cette revue un monsieur raconter l'histoire d'un paysan, d'un cuisinier plutôt, qui était burkinabé, qui résidait chez un Français, qui avait un salaire de 100 000 francs CFA par mois. Mais à force de lire les revues que le blanc ramenait chaque semaine, le monsieur un jour a dit à son patron que lui veut partir chez lui au Burkina, dans son village, pour faire le métier d'agriculteur. Le blanc a dit, mais tu es fou. Moi, je te donne 100 000 francs, tu es logé, tu es nourri. Et tu vas aller au village? Pourquoi? Il dit, non, c'est ce qu'il va aller faire l'agriculture. Il sera plus riche. Pourquoi? Dis-moi pourquoi tu veux partir. Dis, mais je lis souvent ce que tu ramènes et je sais que si je mets ça en pratique, ça me permettra de prendre soin de plusieurs enfants, de ma famille. Le blanc dit, ok, tu peux partir. Et le monsieur a informé ses parents que lui va revenir pour l'agriculture. Ses parents disent, non, tu ne peux pas parce que si tu reviens, tu seras comme nous. Ça ne nous arrange pas. Le gars a dit, lui revient. Et il est revenu au village. Ses parents lui ont donné un terrain dans un carrefour. Et le terrain, c'est un terrain aride. Il y a des pierres, tout ce que vous savez du Burkina Faso, des cailloux, etc. Un terrain aride où rien ne peut pousser. Le gars a dit, oui, je prends. C'était pour le décourager, l'obliger à repartir en Côte d'Ivoire. Il a pris le terrain et en une année à peu près, il a changé le milieu. Il a su utiliser ce qu'il a appris à travers la lecture. Il a creusé des trous, il a creusé des digues, il a fait un étang piscicole, il a fait un caillebotis en haut de l'étang. Il y avait des poissons qui élevaient des silures en bas et en haut des poulets. Les poulets mangeaient, les poulets faisaient... Voilà, le gars était ingénieux parce qu'il a lu.
Et lui, là, il s'est rendu compte que chez lui au village, les paysans ou les jeunes montaient sur les baobabs pour cueillir les feuilles de baobab. Il a dit, voilà comment on est con. Alors lui, il a cherché les graines de baobab, il a produit des graines de baobab qui ont donné des feuilles fraîches, des jeunes pousses qu'il amenait au marché. Il vendait chaque jour de marché pour 25 000 francs de feuilles de baobab. Et ces feuilles étaient recherchées parce que c'était des jeunes feuilles. Et le monsieur vendait ses poulets, il vendait ses poissons. Et aujourd'hui, il est devenu un formateur endogène où tout le monde vient apprendre. L'histoire est vraie. Et il est baptisé, ce monsieur est baptisé Adama le Grand Passage. J'ai lu tout ça. Je dis, mais je dois faire comme ce monsieur. Voilà, ce qui m'a poussé à l'agriculture, c'est d'abord le fait que je sois un fils aîné, que j'ai beaucoup de petits frères, beaucoup d'engagement, et que je sais que Adama a réussi malgré tout. J'ai fait alors mon école, mon centre agro-pastoral. Je n'ai pas fait l'université, hein. J'ai fait mon centre agro-pastoral créé par un Américain que je respecte beaucoup, Dr. Sullivan, qui a créé ce centre un peu partout en Afrique, où on nous a appris à se prendre en charge. J'ai fait un an, j'étais un des meilleurs stagiaires à l'époque. Et après mon stage, je suis revenu chez un de mes patrons à Lomé qui a promis m'installer à Sévier. Pendant 2 ans, il ne m'a pas installé. J'ai quitté pour revenir au village. Là, j'ai trouvé la possibilité de commencer, mais il y avait la famille qui bouffait tout. Et j'ai dit, ok, je regagne Ouatien. Je suis revenu à Ouatien, où j'ai loué un terrain qui existe encore. Et après, je suis devenu propriétaire de ce domaine. Et c'est là où j'ai commencé par travailler et par acheter des terres, par innover, par former des jeunes, par créer des entreprises. Et je suis devenu vraiment un leader du monde rural reconnu sur le plan national. Voilà, ce n'est pas un hasard, c'est une volonté de faire ce que j'ai envie de faire et de bien faire ça. Voilà un peu mon parcours en ce qui concerne ce métier que j'ai appris, que j'ai aimé depuis mon enfance. Merci beau parcours, doyen. Vraiment, merci pour ce passage. Et nous allons faire une petite parenthèse à ce niveau pour encourager les jeunes Africains. Le doyen vient de nous donner le secret. On n'apprend pas seulement en regardant WhatsApp, YouTube, mais on apprend à travers les livres. Le doyen, il a lu un livre, il a beaucoup inspiré, il a d'ailleurs motivé parce qu'au départ, ses parents ne voulaient pas qu'il fasse l'agriculture. Les parents avaient peur, mais lui, confiant de ce qu'il avait déjà lu et compris, s'est lancé dans l'aventure. Et aujourd'hui, voilà où nous en sommes. C'est pourquoi je recommande aux jeunes Africains, la richesse se trouve dans la lecture. Si aujourd'hui, je me suis lancé dans ce parcours, je vous dirais, c'est parce que j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris et j'ai reçu beaucoup de leçons à travers ces moments de lecture que je faisais dans la nuit, dans la journée et à tout moment. Il y a de la richesse à lire. Ne nous scotchons pas seulement au téléphone portable. Vous nous avez raconté là. Mais je suis sûr que vous avez rencontré des challenges. Ah oui. D'ailleurs, ça avait commencé déjà avec maman à la maison. Mais je suis sûr qu'après, dans la pratique de cette volonté que vous avez, de cette vision, de ce métier que vous avez embrassé, vous avez rencontré Voilà. des difficultés. Je voudrais que vous partagez ces défis, ces difficultés auxquelles vous avez fait face. Je voudrais que vous nous partagez cela pour édifier la jeune classe. Alors, chers amis, on ne peut pas ne pas rencontrer des difficultés. D'ailleurs, c'est quand on tombe et qu'on se relève qu'on réussit. Moi, j'ai rencontré d'énormes difficultés. Une des premières difficultés, c'est le souci de patrimoine foncier. Je veux parler du foncier. Je viens d'un milieu où on n'a pas assez de terre. Le bas mono. Il n'y a pas de terre. Le mono, vous savez. Donc, un exploitant agricole ne peut pas exploiter 2 hectares et se réjouir. Non. Donc, c'est une des difficultés, c'est que j'ai la connaissance, mais je n'ai pas de terre pour pouvoir exploiter convenablement cette terre et gagner. Donc, c'est ce que rencontrent beaucoup de jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Donc, je me suis dit, mais puisqu'on n'a pas de terre, il faut aller là où il y a les terres. Alors, j'ai quitté le village pour Ouatien, le grenier du Hao, du Togo, je peux dire, où il y a assez de terre. Alors, quand je suis arrivé avec 0 francs, il fallait trouver des terres. Donc, bien évidemment. Et avec quel argent? 0 francs, les poches vides. Alors, je me suis rappelé que quand j'étais en stage, j'étais avec des autochtones.
je me suis approché d'un fils, d'un ami, ancien stagiaire, qui a un papa propriétaire terrien. Alors, j'ai négocié la location. D'accord. Comprenez bien, location. Location. J'ai loué le terrain à 0 francs parce qu'il fallait payer après les récoltes. Ah, ça. Et ça, c'est intelligent. J'ai commencé par produire des ananas. J'étais un des meilleurs producteurs d'ananas dans le Hao. D'accord. J'ai produit des ananas que j'ai vendus. J'ai payé les dettes de location. J'ai payé les charges. J'ai vendu, j'ai gagné de l'argent. Et je suis devenu propriétaire de ce terrain parce que plus tard, on m'a vendu le terrain. Vous écoutez? Plus tard, on m'a vendu le terrain. Et ce terrain est à 2 km de la route de Tours. De chez moi ici, de chez moi sur le terrain, ça fait 2 km. Où ce terrain, aujourd'hui, c'est un joyau. Il y a un forage, il y a un bâtiment, il y a des gens sur le domaine. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par créer d'autres sources de revenus parallèles à l'agriculture. Oui. Parce que pour moi, un agriculteur doit en même temps être un éleveur. J'ai fait l'élevage de volailles. J'ai également fait la culture des plantes médicinales. J'ai vendu des plantes médicinales. Ce que nous voyons un peu partout. Voilà. Vous pouvez nous montrer les images. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ce que nous voyons un peu partout. Tout ce que nous faisons, c'est ce que nous avons appris pendant l'enfance, c'est ce que nous avons appris quand nous étions encore forts. Voilà, donc, tous les rêves que nous avons et qu'on met en pratique, ça nous suit. On ne peut pas abandonner. Donc, ensuite, j'ai créé des possibilités à des jeunes de me suivre, d'apprendre de moi. Oui. Et je suis fier de voir ces jeunes aujourd'hui qui sont aussi, certains ont plus fait que moi. Et c'est une fierté. Vous voyez, donc il y a eu d'abord les fonciers. Après, il y a eu les problèmes liés également à l'argent. Ça, il ne faut pas l'oublier. L'argent ne commence pas, mais il faut quand même avoir une base solide, être courageux, être optimiste, être visionnaire. Donc, j'avais des soucis d'argent. Et ce souci d'argent, je l'ai résolu à travers des petits prêts. On ne peut pas faire l'agriculture, l'entrepreneuriat sans des prêts. Nous avons souvent dit que les prêts, c'est dangereux, mais à un moment donné, il faut se dire que quand on a un bon projet, on peut faire un prêt. Oui, et déjà là, pour la base du consultant que je suis, pour faire le prêt, c'est que vous êtes déjà à un niveau donné où la demande est plus élevée que l'offre. Et comme ça, vous faites un prêt et vous prenez ce prêt-là pour combler ce vide. Parfait, voilà. Parfait. Donc voilà, c'est à travers... Je suis dans une microfinance, ça fait déjà une trentaine d'années, qui me font confiance. Je peux aller chercher les prêts quand je veux, parce que j'ai toujours réglé, j'ai toujours été un bon client pour eux. Donc, vous voyez, j'ai fait un prêt, j'ai acheté des rejets d'ananas, j'ai produit, j'avais déjà les clients avant de produire. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Je savais qu'on peut produire des ananas et ne pas pouvoir les vendre. Donc, j'avais déjà trouvé des clients avant de commencer par produire. J'avais aussi la main d'œuvre sûre, parce que ce n'est pas facile de produire des ananas, surtout sans herbicides, sans rien. Et tout ça, c'est parce que j'ai lu. Et je savais qu'il fallait trouver des clients, qu'il fallait une certaine variété qui intéresse les clients. Et mes clients, c'était déjà le Moitié, les femmes vendeuses d'ananas de la barrière. Et les autres clients, c'est de Lomé, des femmes grossistes. Donc, je n'ai pas souffert pour vendre mes ananas. Et voilà un peu ce que je peux vous dire. Vous venez de lever un grand équivoque qui font l'objet de questions qui m'envahissent de temps en temps dans mes pages et aussi dans mon compte WhatsApp et Facebook. Voilà. Beaucoup me disent comment entreprendre. Là, vous venez de lever cet équivoque parce que pour entreprendre, il faut faire l'étude du marché. Parfait. Il faut comprendre ce que je veux produire quoi. Je veux le produire où. Qui seront mes premiers acheteurs. Et déjà, je dois pouvoir aller négocier auprès de ces acheteurs pour leur dire, j'ai un produit à vous vendre. Et tu leur donnes un programme. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce que le doyen a fait dans son milieu. Il s'est installé, il a négocié, il a démarché déjà le produit avant de le produire. Lorsque le fruit, la récolte est là, ils courent, ils vont chercher la clientèle. Et c'est en ce moment qu'ils rencontrent des difficultés. Merci, doyen, d'avoir partagé ces petits secrets avec nous. Actuellement, lorsqu'on entreprend, à un moment donné, on rencontre des difficultés, des défis, un événement malheureux qui se produit à un moment où vous ne vous attendez pas.
Ouais, je pense que vous avez vécu aussi un événement du genre. Alors, dites-nous, racontez-nous un peu cet événement-là qui a été difficile que vous avez vécu pour inspirer nos chers téléspectateurs. Chers entrepreneurs, on ne peut pas réussir sans passer par les difficultés. Mais il faut s'apprêter à ça, il faut avoir un mental fort. Et ça, c'est à travers la lecture. J'ai lu les grands hommes, les grands entrepreneurs américains. J'ai lu une histoire qui m'a préparé à ça. Un monsieur avait son entreprise. Un jour, il s'est levé, on lui a annoncé que l'entreprise de tout est brûlée. Tout, il a tout perdu, tout perdu. Il n'avait même pas, il n'était même pas assuré. J'ai lu une histoire pareille. Et il est revenu à la maison, il a voulu se suicider. Sa femme s'est rendu compte, elle lui a demandé, mais qu'est-ce que tu veux faire là? Il a dit, madame, ça, je n'en peux plus. La dame lui a dit, mais tu as été toujours fort. Tu as toujours eu des problèmes et tu t'en es toujours sorti. Mais pourquoi ça? À cause de ça, tu vas te suicider? Jamais. Et c'est grâce à ça, disons, au conseil de sa femme, qu'il a dit, ok. Et il a dit, sur ces braises, je rebâtirai un autre empire. Il a rebâti. Il a rebâti sur la braise, sur les cendres. Et c'est devenu un véritable empire. Pour cette histoire, j'ai aussi une histoire comme ça, de Monsieur Ford. Je l'ai lu dans un livre, je pense que de Napoleon Hill, Réfléchissez pour devenir riche, voilà. Où il disait Ford avait la vision de créer des moteurs puissants. Et bon, finalement, je vais aller plus vite. Et il l'a créé. Et il l'a fini. Un jour, on s'est approché de lui pour lui demander, mais si tout ce que tu avais bâti là, cet empire-là s'effondrait, que deviendras-tu ou que feras-tu? Il a simplement répondu, je vais créer un autre empire qui sera encore 3 fois plus puissant que celle qui a été détruite. Pourquoi? Parce que tout est venu de ma tête et j'ai tout ici. J'ai tout le dispositif à mettre en place ici. Et aujourd'hui, s'il faille le faire, je vais le faire de manière à le protéger pour qu'elle soit résiliente. Merci, doyen. Dites-nous maintenant, quel a été ce défi, ce challenge que vous avez, auquel vous avez été confronté. À t'entendre, ça m'a donné du frisson parce que moi aussi, dans ma manière, j'ai fait face à ce défi que j'ai relevé. Un jour, le premier champ qui m'a rapporté de l'argent et de la renommée a été brûlé. Par des jeunes qui cherchaient des souris. Oh là là, malheureusement. En période de sécheresse. Oh là là. Mais je rends grâce à la nature parce que je ne me suis pas suicidé. Moi, j'ai contemplé, je sais que j'ai déjà tiré des profits. Ce qui a été brûlé ne m'empêche pas d'aller de l'avant. De continuer. Et puis, je me suis dit, ok, j'ai beaucoup lu sur les ananas avant de commencer. Donc, j'ai recépé, j'ai coupé les fruits parce que ça ne pouvait plus. J'ai recépé les rejets. J'ai mis un fertilisant et il a plu. Et j'ai eu des rejets. Les rejets se vendent même plus cher que les ananas. Les ananas, oui, parce que voilà, le rejet, il doit être à 300. J'ai eu de très bons rejets. Combien on peut acheter un rejet? Non, actuellement, le rejet, il y a des rejets qui sont vendus à 50 francs l'unité, mais c'est que vous avez beaucoup de rejets dans la souche. Voilà. Donc, j'ai vendu des rejets même à un grand monsieur du Togo qui a entendu parler de moi, qui est venu avec un camion de la Sotoko dans le temps. Il est venu ramasser. De Cara pour venir ramasser. J'ai gagné de l'argent en vendant les rejets. Donc, ils ont pensé vous nuire, mais vous avez su transformer cette difficulté en opportunité. Et c'est de cela il s'agit. Parfois, nous rencontrons des difficultés et nous pensons que c'est la fin. Au lieu de juste réfléchir pour transformer cette difficulté en opportunité. Et c'est ce que le doyen a su faire. Alors, moi, je veux toujours vous écouter. Parce qu'on dit chez nous, c'est de la bouche des sages que sortent les vérités. Et en dehors de cette difficulté-là, quelle est l'autre difficulté qui vous a le plus marqué, que vous n'avez pas oublié jusqu'à ce jour, ou ce n'est pas pour oublier parce que ça continue de faire mal, mais que vous pouvez partager avec nous pour inspirer d'autres face à la résilience. Vous savez, moi je ne suis pas seulement un exploitant agricole, mais je suis quelqu'un qui accompagne les paysans à réussir leurs projets. D'accord. En quelque sorte, un coach. Voilà, un agripreneur. Voilà. Donc ça, c'est mon hobby, je le fais avec plaisir. On ne peut pas exploiter 200 hectares, 1000 hectares. C'est pas possible chez nous en Afrique. Donc, il faut donner la chance à des paysans de produire. Et moi, je rachète leur production pour un marché déjà identifié.
Ça, c'est très bien. C'est un bon boulot que je fais. Malheureusement, il y a 3 ans de cela, il y a eu beaucoup de concurrents, beaucoup de jeunes qui sont lancés dans le même métier que nous et qui ne savent pas qu'il faut éviter la concurrence déloyale. Ils vont signer des contrats auprès de nos producteurs. Et nos producteurs qui étaient loyaux sont devenus déloyaux. Ils prennent des contrats chez les mêmes personnes, chez plusieurs personnes, alors ne sachant qui servir, ils vont servir les plus jeunes, sachant que moi, je suis déjà fatigué, je ne peux même pas les amener au commissariat. Alors j'ai mis des 150 millions dans les mains des paysans et des jeunes qui, jusqu'à ce jour, ne me remboursent pas. Wow. Donc ça fait 3 ans que je ne bosse plus comme avant. Je suis pas admis à la retraite, mais je n'ai plus de moyens pour continuer. Ça, je vends des terres que j'ai achetées pour payer les dettes. Wow. Et là, la messère a dit qu'il ne faut pas compter sur les paysans, il ne faut pas compter sur les gens. Il faut éviter de remettre l'argent à n'importe qui. Ça, c'est intéressant. Et tous ceux qui sont dans l'agro-business doivent faire attention. Les paysans, excusez-moi, la plupart sont malhonnêtes. Ils boivent de l'eau et ferment le puits. Et aujourd'hui, ils viennent chez moi pour me demander encore de l'aide, des semences, parce qu'ils n'en ont pas. Je dis merci, je ne donne plus de semences. Je ne vends plus de semences à crédit. Amenez de l'argent pour acheter. Et maintenant, je sais qu'il ne faut plus rien vendre à crédit, qu'il ne faut plus compter sur personne. Sinon, ça me stresse. J'ai eu des stress qui m'ont rendu malade. Parce que 150 millions de francs dans les microfinances, et quand on te demande les sous, tu n'en as pas, il faut courir. Hein. Les gens fuient le pays pour ça. Certains se sont suicidés pour ça. Mais tout ça parce que les jeunes cherchent de l'argent rapidement et vont manger là où ils n'ont pas produit. C'est vraiment dommage. Voilà. C'était pas comme ça quand on avait commencé. Donc voilà quelque chose que je n'arrive pas à oublier. Mais je crois que bientôt, je vais oublier parce que ça m'a formé. Je suis encore vivant. Je peux faire mieux. Voilà un peu ce que je peux raconter par rapport à ce qui m'a blessé et qui m'a donné des leçons. Voilà, qui m'a permis de prendre conscience du danger qu'il y a en faisant confiance aveuglément aux gens. Même sur les contrats, ce n'est pas permis. Les contrats, ici, vous les écrivez, le lendemain, on oublie qu'on a signé un contrat. Les gens ne prennent pas soin ils ne tiennent pas compte de ça. Des contrats écrits. Voilà. Et là, c'est aussi un autre volet que nous allons développer dans votre masterclass. Vraiment, beaucoup de courage à vous. Ouais. Ce qui démontre que vous êtes un homme beaucoup résilient, parce que ce n'est pas facile. Dans toute activité, on connaît des difficultés. Mais face à la difficulté, ce qui est conseillé, c'est de ne pas lui donner d'eau. Moi, mon papa me disait, Alban, quand tu as un problème, ne donne jamais d'eau au problème. Quand tu lui donnes d'eau, tu vas fuir. Il devient un lion et il te pourchasse. Mais quand tu l'affrontes, tu lui fais face, tu finiras par le vaincre. Moi, ben, après ce moment difficile où ces jeunes-là vous ont dupé, mais bon, c'est ce qui est un peu dommage aujourd'hui au niveau de la jeunesse. On pense que duper permet d'évoluer alors que lorsque vous avez une rencontre, vous avez un contact, une connaissance, ce qui est important à faire, c'est de garder les bonnes relations parce que ça ne finit toujours pas payer. Que vous soyez honnête, ça finit pas payer. Si vous êtes malhonnête, ça finit toujours pas payer, quoi qu'il arrive. Alors, en dehors de ça, dites-nous, quel est le moment, un moment heureux que vous avez vécu et dont vous avez le souvenir? Merci. Je crois que dans la vie, il faut s'attendre à des moments heureux aussi. Hein. Il y en a tous les jours, mais il y a des moments qui nous marquent à vie. Il s'agit d'un concours, on peut appeler ça un concours national, dénommé Top Impact Togo. Oui, je me souviens. C'était en 2020, au moment de Covid, là, où il n'était même pas possible d'aller au champ, surtout amener les ouvriers au champ. Mais moi, j'essayais d'aller, je racontais toujours les événements des villages à travers les nombreux panels que nous avons créés pour fortifier les uns les autres, encourager les gens à ne pas trop se plaindre, à ne pas trop Covid, que la vie, ça continue. Ouais, donc là, j'ai marqué beaucoup de personnes positivement. Je me rappelle que dans cette société, à ce moment, on a fait beaucoup d'affaires parce que en ce moment, on disait les personnes ne pouvaient pas traverser les frontières, mais les marchandises. Donc nous, on envoyait nos marchandises aux chauffeurs qui nous amenaient tranquillement. C'est ça. Beaucoup d'affaires dans la période-là. Je me rappelle. Il est important à chaque moment de chercher, de faire de cette difficulté-là, une opportunité. C'est bien vrai.
On a vendu des produits comme Fini Diabète, Drépanoafimède, de tout. On amène des jeunes au champ. Et ça fait le tour des réseaux sociaux. Et quand cela s'est passé, moi, j'ai pas été, c'est pas moi qui ai demandé à ce qu'on me place quelque part, mais moi j'ai été quand même puisé dans la masse par des chasseurs de tête. Je les appelle des chasseurs de tête qui ont reconnu qu'il y a un certain René Théou qui se bat et qui m'ont envoyé le lien. Il dit, monsieur, vous êtes présélectionné pour ce concours dénommé Top Impact Togo. Voilà. Et là, les gens ont commencé par voter pour moi. Voilà. J'ai été contacté par le comité Top Impact pour avoir marqué un peu les jeunes, puisque les jeunes m'appellent doyen. Ça fait le tour du Togo, de l'Afrique aussi. Et subitement, j'ai reçu le lien, j'ai essayé de poster ça dans les groupes. Et il fallait que... c'était un concours, en quelque sorte, une concurrence. Il fallait voter en ligne. Voilà, c'était... à partir de Google, vous allez... Je me rappelle aussi que j'ai voté, j'ai partagé le travail parce que c'était mon doyen qui devait gagner J'ai été alors nominé meilleur entrepreneur rural de l'année 2020. Et puis voilà, pourquoi ça me marque, pourquoi ça m'a marqué, c'était pas de l'argent, c'était à titre honorifique. Et je me suis dit qu'avec ça, les gens m'ont fait confiance, il faut redoubler alors d'ardeur pour donner un peu plus. C'est ça surtout. Tout un pays qui vous fait confiance, qui vous désigne comme meilleur dans une filière ou dans un département ou dans un domaine donné, vous n'avez pas le droit. Non. Et les années qui ont suivi, d'autres jeunes sont allés, des personnes âgées, parce qu'ils ont vu qu'il y a un certain René Théou qui est le meilleur impact actuellement. Ils doivent aussi redoubler d'efforts. Et chaque année, ce concours se continue jusqu'à présent. J'ai été toujours appelé à venir à ces événements. Je crois que pour moi aujourd'hui, il faut dire que c'était la meilleure. Le meilleur moment, un souvenir de recevoir un couronnement, voilà. De tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on fait chaque jour, sans que personne n'en parle, sans que personne n'est au courant, mais chaque jour on fait un plus pour apporter un plus dans la vie des autres, dans le développement de notre patrie, de notre nation. C'est vrai que les pouvoirs, ils ne sont même pas au courant de ce qu'on fait, mais nous, on sait. C'est la population qui a compris. On pas directement la population. Et à recevoir un prix du genre, ça vous a beaucoup touché. Et on a créé un groupe WhatsApp spécialement pour ça. Oui. Un groupe WhatsApp est né après ça et j'ai fait la promesse que nous serons toujours les meilleurs. Et dans ce groupe, il y a beaucoup de personnes qui sont venues ici. Ils disent, on va fêter ça, Combien de francs tu as reçu? Je dis, non, c'est ça, ce n'est pas l'argent, mais c'est ça. Et je suis fier. 2 ans après, c'est l'ONG Arrêt Togo, mon association, qui a reçu une distinction de meilleure ONG locale. Wow. Je pense que aujourd'hui, c'est une fierté quand même, après tant d'années où nous avons combattu que l'autorité, disons que la société civile reconnaisse qu'il y a un monsieur qui se bat. Ça, c'est... Alors, Doyen, avec ce parcours très élogieux, quel est le conseil que vous pouvez donner aujourd'hui à la jeunesse, à ceux-là qui ont un rêve, qui ont envie d'entreprendre, à ces personnes-là qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation difficile, qui se disent, mais comment sortir de cette affaire? Comment faire? Il y en a qui ont créé des entreprises et qui sont à un niveau, ils sont bloqués. Ils n'ont pas le mécanisme, ils ne savent pas comment débloquer ou comment débloquer la situation. Alors, je veux que vous nous donniez des conseils à chaque niveau, comment sortir des difficultés quand on est entrepreneur. Oui, merci. Je pense que naturellement, on vient au monde comme tout être humain est d'abord, avant toute chose, un entrepreneur. La vie, c'est l'entreprise. C'est l'entrepreneuriat. Que personne ne dise que lui ne sait pas ce que c'est que l'entrepreneuriat. Nous sommes avant tout des entrepreneurs nés. Parce que nous prenons tous les jours des risques. Même pour manger, c'est l'entrepreneuriat. On ne peut pas manger n'importe comment, n'importe quand, n'importe quoi. Ça, c'est la maîtrise de soi. Ok, ça s'apprend, mais c'est inné aussi. D'accord? Marcher, même aller au marché, c'est entreprendre. Ok? Donc, nous sommes des entrepreneurs nés. On prend toujours des risques. Quiconque prend des risques est un entrepreneur. Donc, on échoue, mais on ne peut pas rester couché.
Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui tombe et qui se relève plusieurs fois. Ça, il faut avoir ça en esprit, qu'on ne commence pas en même temps et qu'on devienne riche ou prospère en une seule journée. Ça prend du temps. Ou en une année. Ça prend du temps. Dans l'autre conseil le plus important pour moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'on ne peut pas être entrepreneur sans voyager. Et le voyage, ce n'est pas forcément aller en Europe, aller aux États-Unis. Si je prends le cas, mon cas personnel, moi j'ai voyagé à travers la lecture. J'ai beaucoup lu des fascicules. Je vais souvent à la bibliothèque, je passe le temps, je ramène des livres. Il n'y avait pas ordinateur, il n'y avait pas photocopieur, mais je recopiais des livres à la main. J'ai près de 200 cahiers aujourd'hui que je peux vous montrer. Waouh! Ah là, c'est fabuleux. On va voir ça demain. Je recopiais des livres entiers. Je passais des nuits blanches avec une lampe tempête. Il n'y avait pas l'électricité. Et le jour où j'ai acheté mon premier poste radio, c'était après avoir vendu du thé de Gambie au marché. Je traînais ça derrière moi, sur le dos, et je vendais 100 francs, 100 francs, 100 francs. J'ai récolté 10 000 et j'ai acheté une pause radio en plastique. Wow. Ce pause radio, c'était mon trésor. Il n'y avait pas de téléphone. Qu'est-ce que je faisais? Je captais l'émission Utile et agréable de Africa numéro 1. Je recopiais tout ce qui est utile et agréable. J'ai même fait un livre à partir des émissions là. Patrick Gadom, Madon, Patrice Ngamadon, tout ça, ce sont des amis. Voilà, j'étais même un ami de Patrick. J'avais ma carte de fidélité. Je gagne de l'argent même avec leur émission où il y avait des jeux qui passaient, je répondais et puis j'écrivais, j'envoyais les trucs et je recevais de l'argent. Franchement, il faut lire. Ceux qui ne sont pas allés à l'école, il ne faut pas qu'ils se disent que c'est fini pour eux. Il faut se documenter. Il faut aller vers les personnes que vous voulez imiter, que vous voulez copier, que vous voulez ressembler. Approchez-vous des personnes qui savent que vous croyez, que vous pensez être des mentors. Voilà, il faut aller. Quand l'élève est prêt, il trouve son maître. Donc, il faut aussi comprendre que il y a plusieurs départements dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas que l'entrepreneuriat rural. Il n'y a pas que ça. Tout ce qui est métier, c'est l'entrepreneuriat. Quand moi j'ai opté pour l'entrepreneuriat rural, c'est parce que je sais que ça rassemble tous les corps de métier. Un entrepreneur rural peut embaucher un comptable, un conducteur, un avocat, tout le monde. Donc c'est le boulot le plus noble. Parfait. Parfait. Ça crée beaucoup plus d'emplois. Donc, aucun Africain ne peut dire aujourd'hui que lui chôme si il écoute cette émission. Moi, je me dis aujourd'hui que chaque village peut être une entreprise. Donc, quand les jeunes des villages font l'exode rural, je m'énerve. Je me dis que nous avons beaucoup à leur donner pour qu'ils restent au village. Alors, oui, quel conseil vous donnez aux jeunes qui sont au village actuellement et qui ne savent pas dans quoi entreprendre? Voilà. J'ai même créé une démarche que j'ai baptisée Exode citadin. C'est-à-dire quitter la ville pour le village. Afin que ceux qui quittent la ville pour le village vont empêcher ceux qui sont au village de partir en ville. Comment ça se passe? Ça se passe que les gens ont terminé leurs études universitaires, les gens ont fait les écoles agronomiques et qui sont là dans les bureaux ou qui chôment. Aucun agronome, aucun ancien stagiaire d'un centre de formation agricole ne devait chômer. Voilà. Parce que ce n'est pas Lomé qu'on fait l'agriculture. Nous avons des villages où les terres sont... On peut louer comme moi, j'ai loué des terres. On peut louer des terres, la main d'œuvre au village. Quelqu'un qui a fait la ville et qui a appris un métier et qui revient au village sera bien reçu. Il a la terre pas chère, il a l'eau, il a l'expérience, il a le savoir. Et maintenant, il va communiquer avec les villageois. Moi, je me rappelle de votre stratégie que vous avez utilisée à l'époque. Vous n'aviez pas l'argent, mais vous arrivez, vous démarchez auprès d'une personne, loue-moi ta terre et je vais cultiver là-dessus et après te rembourser. Et vous avez commencé par faire de l'ananas là-dessus. Et avant, vous êtes allé voir les femmes au marché pour leur dire vous avez de l'ananas à vendre. Vous savez que cette stratégie-là, je l'ai utilisée au Gabon. Ah oui. Lorsque j'étais allé pour la dernière édition. Je me rappelle. Donc, c'est comme ça que j'avais du piment. Et donc, moi, je passais déjà dans les hangars des femmes pour leur dire j'ai du piment à vendre. Voilà comment je le vends. Voilà, c'est le prix. Et après, après la récolte,
j'emmenais vers cette dernière. Et donc, mon paiement finissait. Continuez à nous ouais, donc, l'entrepreneuriat va sauver l'Afrique, surtout les villages. Les villages se dépeuplent aujourd'hui pour aller en ville. C'est une façon de décourager les populations rurales parce que les braves baïdes quittent et les personnes âgées sont là et la seule ressource pour eux aujourd'hui c'est de vendre les terres. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à exploiter les terres. Ils ont faim. Les pluies ne sont pas régulières. Eux, ils n'ont pas changé de logiciel. Ils n'ont pas changé de logiciel. Ils ne savent pas que en se mettant ensemble, ils peuvent créer des forages, ils peuvent créer des puits, ils peuvent maîtriser l'eau, ils peuvent régénérer les forêts, ils peuvent faire de l'agriculture intelligente, ils peuvent transformer leurs produits au lieu de les brader. Et qui va changer ça? Ce n'est pas seulement l'État. C'est ceux qui ont quitté la village pour aller apprendre certains métiers d'agriculture, d'ingénierie, qui doivent revenir vers leurs parents et dire, mais écoutez, papa, maman, aujourd'hui, nous allons recommencer la vie. Vous avez travaillé pendant 50 ans, vous n'avez pas pu acheter une moto. Moi, avec moi, en 2 ans, nous allons changer les choses. Ça, c'est la rage de celui qui a une vision de transformation de son terroir. Vous voyez, non? Donc, à tous les jeunes, nous sommes prêts à les former, même à distance, à revenir au village, à transformer les villages, à donner espoir aux villageois, à faire en sorte que les terres ne soient plus vendues, mais que ces terres soient baillées pour que de génération en génération, nous ayons le patrimoine qui nous appartient et que les gens puissent manger à la sueur de leur front, même manger qualitativement et qualitativement. C'est encore possible. Ok? Donc, chacun qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat doit d'abord savoir qu'il y a des moments de chute, de difficultés, et il y a les défis à relever, et il faut les relever, mais il ne faut pas être seul. Ça, je vais finir en le disant que il est tellement difficile de faire l'entrepreneuriat seul. Il faut chercher des personnes avec qui il faut collaborer. Il faut savoir les choisir aussi. Des amis qui ont fait l'école ensemble, quelqu'un comptable, quelqu'un maçon, quelqu'un ceci, tous peuvent se réunir dans un secteur, ça peut être l'agriculture, où tous unis, chacun, un commercial vend, l'ingénieur produit, ainsi de suite. Et c'est ensemble qu'on gagne. Et ils vont me dire où trouver l'argent. Ça, c'est très facile. Il suffit d'avoir le patrimoine, c'est la terre, le foncier. Alors, quand on a un foncier, maintenant, il faut investir. Où trouver ça? C'est le capital qu'on appelle, moi j'appelle ça, comment on appelle, au prorata. Il peut prendre des parts au prorata. Au prorata, oui. Au prorata. C'est-à-dire que moi, Théo, j'ai 10 000. Toi, tu as 50 000. L'autre a 100 000. On met tout ça ensemble, on travaille, on se fait payer, mais le partage, ça serait fait équitablement selon ce que tu as apporté. Vous voyez? Donc, c'est parce qu'on n'est plus ensemble, on ne veut plus travailler ensemble, qu'on fait de l'individualisme, on est capitaliste, qu'on souffre. Parce qu'avant, nos parents ne faisaient rien seuls. Oui, oui, je me rappelle. Je me rappelle que j'avais mon oncle, l'oncle Dossou, qui était un grand cultivateur, il faisait de l'arachide. Et en son temps, qu'est-ce qui se passait? Il y avait les jeunes de l'autre village qui venaient pour faire son champ avec lui. Voilà. Et quand c'est le tour des jeunes aussi, lui aussi, il va là-bas avec eux. Il cultive. Donc, il se mettait à 15 à 10 pour faire un champ rapidement. Voilà. Et même aujourd'hui, les choses ont évolué. Voilà. Dans nos ministères, dans nos ATDA, il y a des tracteurs qui sont là. Vous pouvez cotiser et aller vers eux, louer le tracteur et faire des grands champs. Voilà. Aujourd'hui, l'agriculture a tellement développé que nous allons réserver notre émission pour parler du développement agricole parce que en Afrique aujourd'hui, on continue de labourer les terres, on continue de pratiquer l'agriculture à l'ancienne alors que les choses ont évolué. Donc, merci beaucoup, doyen, pour ce partage. Mais nous n'avons pas encore fini. Je voudrais, parce que je sais que vous avez beaucoup d'expérience. Maintenant, dites-nous, quand on rencontre une difficulté dans la vie, non seulement dans l'entrepreneuriat, dans la vie, comment... parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui traversent des moments difficiles, mais ils ne savent pas comment faire. D'abord, c'est très encourageant. Je pense que les difficultés, comme je le dis, il faut faire face aux difficultés. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, j'avoue très sincèrement que nous, au Togo, peut-être un peu partout en Afrique, le seul grand problème que nous avons, c'est les dettes auprès des banques. L'agriculture, c'est beaucoup d'argent. Les gens ont fait de beaux projets, mais ils ont échoué à cause des aléas climatiques, à cause des impayés, ainsi de suite. Je vous raconte une histoire très palpitante.
il n'y a pas longtemps, un jeune s'est suicidé, il s'est pendu parce qu'il y avait trop de harcèlement de la part des banques. Je connais un autre jeune, il y en a, ils sont pleins, qui a carrément quitté le pays. Il a fui, il a laissé sa famille, il est parti. Alors que ce jeune, s'il était là, s'il avait le courage d'être encore là, ok, il pouvait juste approcher les banques, juste approcher les cabinets pour proposer des échéanciers de remboursement et demander encore de l'aide pour continuer son travail. Ailleurs, ça se fait. Pourquoi pas en Afrique? Lorsque la banque vous passe de l'argent, c'est vrai, vous êtes tenu de rembourser. Mais lorsque vous ne remboursez pas, il y a toujours des démarches pour négocier. Et c'est là qu'interviennent nos juristes, les avocats. Beaucoup ne savent pas que lorsque vous êtes en difficulté, vous avez la partie qui peut vous supporter. Vous avez votre avocat. Vous n'allez pas vous suicider parce que vous n'allez pas vous suicider parce que ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, vous faites appel à un juge et on vous amène au tribunal et votre partie vous défend contre l'autre partie. Vous ne fuyez pas, mais vous cherchez des solutions. Et pour prévenir tout cela, il y a aussi des assurances. Ils en ont pris. Que beaucoup, même des assurances au niveau des prêts. Il y a des garanties que les banques prennent. Pourquoi alors pourchasser le gars jusqu'à ce qu'il ne fuit? Là, ce sont des erreurs à ne plus répéter. Moi, actuellement, je dois aux banques. Je dois des structures. Mais je suis là. J'ai des garanties. Je dois... pas les seuls. Pas du tout. Les plus aujourd'hui sont les plus endettés. Même les pays les plus riches aujourd'hui, on ne va pas citer les noms, ils sont les plus endettés. Une des stratégies aussi dont j'ai discuté hier, simplement avec des amis, je me dis, mais vous ne savez pas, il faut produire, il faut travailler. Mais pour s'enrichir, vous devez vous endetter. Mais s'endetter intelligemment. S'endetter, c'est lorsqu'on a déjà le projet qui est là, qui n'attend que l'argent. Et lorsque l'argent arrive, il ne faut pas aller ailleurs avec. Il faut faire le projet pour lequel on s'est endetté. C'est tout. Et il y a beaucoup de facteurs qui peuvent amener les dettes. Il y a le climat. Il y a les imprévus, la catastrophe, les incendies. C'est pourquoi on assure tout ça. Et qu'on sort. Mais face à toutes ces difficultés, je vous rassure que vous n'avez pas à fuir. Il y a toujours une solution. Et c'est quand vous attendez que vous gagnez. Mais quand vous lui donnez le dos, il faut faire face. Comme tu l'as dit, il ne faut jamais tourner dos aux problèmes. Il faut les affronter intelligemment. La vie continue. Courage à tous les entrepreneurs. C'est pas facile, mais il faut entreprendre pour sortir l'Afrique de la misère. Les autres entreprennent et ils nous ont dominés. Il faut qu'on entreprenne, il faut qu'on se mette ensemble pour entreprendre. Alors, quel message avez-vous à l'endroit de ces jeunes filles, ces dames qui se lancent dans l'agro-business, l'agro-entrepreneuriat, et qui, malgré les difficultés, continuent? Quel message avez-vous à l'endroit de la femme africaine entrepreneuse? Merci. Je crois que toutes les femmes sont avant tout des entrepreneuses. Faire des enfants, ce n'est pas donné à n'importe qui, hein. C'est l'entrepreneuriat. Faire la cuisine, la vaisselle, disons les tâches ménagères, d'abord ça c'est l'entrepreneuriat. Les femmes savent très bien gérer les revenus. Elles sont nos mères, je crois qu'elles sont déjà, naturellement, elles sont très entreprenantes, elles sont très battantes. Je tire chapeau aux femmes. Mais je profite pour faire aussi un coucou à ma femme qui se bat beaucoup, parce que c'est pas facile, quasiment, elle m'a pas à la maison en ce moment-ci. Je lance aussi, je fais aussi un coucou à ma femme parce que sans elle, je ne serais pas ce que je suis. Honnêtement. À ma maman et à ma femme surtout parce que je suis arrivé ici, les poches trouées, et elle m'a suivi. Si elle n'était pas une femme battante, elle allait me quitter et puis peut-être moi je serais peut-être au village en train de boire du sorabi actuellement. Donc à la mère de mes enfants, je dis félicitations. Voilà. Prends soin des enfants, même quand je ne suis pas là. Merci encore. Donc comme maman, nos mamans sont toujours même nos jeunes filles, nos enfants, nos filles sont nos mamans. Donc je veux dire, très important aujourd'hui, les jeunes filles sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. La plupart sont sur TikTok, etc. Il y en a qui sont dénudés. Je dis non, ce n'est pas une entreprise. Ça, ce n'est pas l'entrepreneuriat. C'est pas l'entrepreneuriat. Non. La vraie entrepreneuriat, c'est des femmes battantes qui savent s'habiller,
et qui, à partir de 500 francs, savent qu'il faut acheter le cure-dent et revendre, et qui le vendent sans arrière-pensée. Et c'est celles qui vont apprendre à faire la coiffure, la couture. Les trois, c'est couture, coiffure, commerce. Je ne dis pas que c'est mauvais, ce sont des femmes battantes. Mais celles qui se lancent de l'agriculture, je dis non, toutes les femmes au village sont des agricultrices. Elles sont déjà très bien. Maintenant, celles qui sont en ville et qui font l'école d'agriculture, je dis chapeau. Quand on fait ce métier, madame, quand on fait ce métier, jeune fille qui apprenait l'agriculture, sachez que les portes sont largement ouvertes pour vous parce que beaucoup aujourd'hui cherchent à embaucher des jeunes dames qui ont fait des écoles agricoles parce qu'elles savent très bien gérer. Elles sont très dynamiques. Elles savent convaincre. Elles savent donner des conseils aux femmes rurales. Elles sont recherchées. Je reçois ici une vingtaine de jeunes personnes tout le temps, mais il y a au moins 50% sont des filles employées par des grandes sociétés agricoles. Donc ça veut dire que les femmes sont écoutées. Elles savent donner des conseils aux agriculteurs. Donc félicitations. Maintenant, les femmes qui ont fini les écoles, celles qui veulent se prendre en charge pour créer leur entreprise, je dis ça aussi c'est facile. Aujourd'hui, il y a une question genre, les financements sont beaucoup plus destinés vers les femmes. Les financements sont beaucoup plus destinés aux filles qui, sans trop de tracasseries, arrivent à obtenir des prêts, arrivent à obtenir des subventions, surtout pourvu qu'elles se mettent ensemble. Elles doivent s'informer. Voilà. Il y a un souci capital ici, c'est aller chercher l'information. Qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Aller dans les centres dédiés que l'État a mis en place, aller demander, aller poser des questions. N'hésitez pas, allez cogner les portes pour chercher à comprendre comment ça se passe. Et voilà, donc je vous laisse continuer. Donc je crois que l'État, que ce soit l'État du Béninois ou Togolais ou tous les États à travers l'Afrique, cherchent à faire valoriser les femmes, la jeune fille, les questions genre. Donc c'est à elles de saisir les opportunités qui existent pour ne pas être seulement femme à la maison et dépendre seulement de l'homme. Et c'est l'homme qui doit tout apporter. Non, elles ont leur part à faire dans le foyer. Je crois que c'est possible. Je suis intéressé pour encourager les femmes qui veulent entreprendre en milieu agricole. Moi, je suis prêt à accompagner certaines femmes, certaines jeunes filles, si elles veulent. Parce qu'il y a des formations qu'on donne tout le temps ici. Voilà. Ne serait-ce qu'apprendre à élever les escargots, c'est une mine d'or. Voilà. Donc, il y a tellement de choses que nous pourrons donner aux femmes. Ça, c'est une opportunité. Monsieur René Théou, il est à Nontien, au Togo. Son numéro passe déjà sur notre bande. Il est à Nontien et il dit à travers cette émission, où que vous soyez en Afrique, si vous voulez vous faire former, il a un espace que nous allons même découvrir demain où il fait des formations aux jeunes femmes, aux jeunes hommes. Donc, vous êtes intéressés, recherchez-le. Il n'est même pas perdu. Vous pouvez venir vous faire former dans son centre ici au Togo. Alors, nous allons continuer, oui, dans les conseils. Vous avez terminé? Les conseils, non. Parce que pourquoi moi, j'ai mis l'accent. Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui se battent pour vraiment consolider leur foyer. Mais elles rencontrent des défis. Et parfois, elles n'ont pas d'oreilles pour les écouter. Et aussi, parce qu'elles n'ont pas de bons conseillers. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur WhatsApp, il y a ces dames qui sont devenues, qui sont des coachs, qui donnent des conseils, qui ne cadrent pas avec les valeurs africaines, qui cadrent avec d'autres réalités que nous ne maîtrisons pas. Alors, quel conseil donnez-vous à ces jeunes dames qui se battent pour survivre dans leur foyer? Parce que la famille, c'est quelque chose de très important et je pense qu'on peut en parler. Oui, aussi, moi, en tant que grand-papa déjà, si je suis encore avec ma femme, si ma femme est encore avec moi aujourd'hui, c'est parce qu'elle est attentive. Elle a été éduquée elle a été bien éduquée. Les valeurs africaines, nous ne devons pas les perdre. D'accord? Je crois que chaque femme bien éduquée réussit toujours. Donc, je reviens alors aux parents de faire attention à ne pas donner une mauvaise éducation à leurs filles, et même à leurs garçons, à leurs enfants. Il faut que les filles travaillent déjà très tôt. Les tâches ménagères, les vêtements, je parle de vestimentaire. Quand je parle de ça, c'est depuis la coiffure, tout ça. Aujourd'hui, nos filles dépensent beaucoup d'argent pour les mèches, pour ce qui ne les valorise pas. Donc l'argent part ailleurs. Alors que on en a besoin pour créer des entreprises, pour gérer le foyer.
Monsieur qui n'a que 100 000 francs par mois, peut-être ça c'est encore beaucoup, et qui doit donner 20 000 francs pour les stress, pour les beautés, etc., etc., il va lui rester quoi? Quand est-ce qu'ils vont pouvoir gérer l'avenir des enfants, épargner, construire leur maison? Si la fille a été éduquée, elle ne fait que gaspiller de l'argent, elle sera une mauvaise épouse, elle ne peut pas tenir, vous comprenez? Donc, tout ça, c'est depuis la base, c'est depuis la maison. Et quand on fait l'économie, même si c'est 10 francs par mois, on devient toujours riche. Alors qu'aujourd'hui, c'est le gaspillage. Le gaspillage en achetant du n'importe quoi. Des téléphones de haute gamme. Ce n'est pas important. Des vêtements de On ne peut pas ressembler à l'autre. On ne peut pas ressembler à d'autres. Nous sommes africains. Nos valeurs sont à mettre en valeur pour le bien-être de la société. Ok? On dit une femme bien éduquée, c'est toute une nation qui prospère. Ok? Vous voyez, ce n'est pas seulement l'instruction à l'école, mais c'est l'éducation à la maison. Moi, ma maman, elle continue par aller au champ. Voilà. Elle n'est pas dépensière, comme on le dit. Elle sait qu'il faut mettre de l'argent de côté tout le temps et même venir en aide à moi. Voilà. Vous comprenez? Oui. Donc, si l'enfant a été éduqué à gaspiller les sous, elle ne peut jamais venir en aide à son mari ni à ses enfants. Elle va faire autre chose. Voilà. Et c'est ce qu'il faut éviter. Parce qu'on dit toujours derrière un homme fort se cache une femme brave. C'est ça. Mais vous allez vous demander pourquoi j'ai mis cette parenthèse dans cette émission qui n'avait rien à voir avec nos femmes, nos mères. C'est important. Quand un homme a une femme derrière lui, qui le soutient. Et d'ailleurs, les hommes, les femmes sont les soutiens. Oui. Dieu a créé la femme pour soutenir l'homme, mais pour que l'homme puisse réussir, pour que l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau de l'homme ou au niveau de la femme, puisse réussir, il doit avoir un soutien. Et le soutien chez l'homme, c'est la femme. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes entreprennent et échouent. Et beaucoup d'hommes aussi, je veux dire. Voilà. Les hommes, beaucoup d'hommes échouent parce qu'ils n'ont pas trouvé un bon conseiller à la maison qui est leur femme. Un conseiller spécial. Un conseiller spécial. Je connais beaucoup de présidents qui ont échappé au danger grâce à leur femme. Beaucoup de rois dans le temps, les temps anciens, ont résisté à plein de fléaux et c'était grâce à leur femme. C'est pour dire que la femme, elle a un rôle crucial à jouer. Et à ces entrepreneurs qui rencontrent des difficultés, essayez de vous rapprocher des personnes sages, des personnes ressources. Demandez toujours des bons conseils. Et je vais raconter une anecdote ici. Dites-moi, quel est le conseil qu'une femme qui a déjà parcouru 5 ménages peut donner à une jeune fille qui veut se marier? Je pense que si elle est sage, elle dira ne fais pas ce que j'ai fait. Voilà. Si elle est sage, si elle se reconnaît, elle dira reconnaît son tort. Ne fais pas ce que j'ai fait. Mais ce que nous rencontrons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il faut le bouffer, il faut le manger, il faut lui prendre les choses et puis voilà. Et c'est ça qui fragilise en fait l'Afrique. Donc nous voulons passer par ce moment pour vous donner un peu de morale avec le doyen et dire aussi à celles-là qui sont battantes de ne pas se décourager. C'est quand on tombe qu'on se relève. On n'est pas champion en une seule journée. Non. Mohamed Ali n'a pas été champion en une seule journée. Mike Tyson n'a pas été champion en une seule journée. Michael Jackson n'a pas été champion en une seule journée. Nelson Mandela, c'est après 25 années de prison qu'il est devenu président. Donc, pour vivre face aux difficultés, il faut affronter il faut combattre. Il faut entreprendre. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas laisser le découragement vous envahir. Il faut rester résilient face à l'affront. Avant de continuer, je vais permettre à ce que vous présentez votre structure. Quand on parle de M. René Théo, quelle est la structure qui vous représente et quels sont les produits que vous avez actuellement, que vous avez à présenter aux Africains qui puissent quitter de toutes parts pour venir acheter avec vous ici à Nanterre. Merci. C'est une opportunité, une belle occasion pour nous de présenter nos structures. Nous avons plusieurs structures, mais celle que je vais présenter aujourd'hui s'appelle CACSAL, Comptoir agricole du terroir, qui, comme vous l'entendez, un comptoir agricole du terroir. Nous faisons la promotion des produits biologiques.
de l'agriculture biologique. Nous accompagnons des milliers de producteurs à produire du soja, du sésame, du gingembre, des épices, des plantes médicinales. Et nous collectons ces produits pour des marchés extérieurs. Et puis nous transformons une bonne partie de ces produits localement ici pour le marché local, notamment les farines de manioc qu'on utilise pour faire le pain, la pâte, le foufou. Nous faisons du gari et bien d'autres dérivés de manioc. Nous transformons le soja en... Une parenthèse, vous avez du gari? Nous avons du gari. Ah bon, je vais prendre, hein, j'ai mes amis ballotins, ils aiment le gari. Ah oui, ah oui. Mes amis ballotins, ils aiment le gari. C'est ça. À la prochaine âge, je vais apporter le gari de M. René Théo à notre âge. C'est baptisé même gari du Hao. Nous sommes dans le Hao, quoi. Voilà. Nous avons également un produit phare, c'est le soja grain torréfié. C'est-à-dire, nous achetons du soja, nous le torréfions pour le revendre aux éleveurs de poulets qui l'utilisent comme sous sorte de protéines, première, voilà, de protéines végétales, qu'ils incorporent ça dans d'autres, voilà. Donc c'est un produit phare. C'est cette matière qu'on fait la production des poules pondeuses. Voilà. Et même les poules de chair qui grandissent vite en consommant ça dans la ration. Besoin de protéines et parfait. Ça, c'est une base de protéines végétales, près de 40% de protéines dans le soja torréfié. D'accord. Et puis, nous sommes également dans la production des plantes médicinales, notamment l'Artemisia, Afra et Anoa, que nous vendons localement aussi sur demande à l'extérieur. Donc, notre but essentiel, c'est de faire en sorte que les paysans puissent vendre avant de produire. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas pour le bradage des cultures ou de la matière première. C'est pourquoi nous signons des contrats avec ces paysans. Nous leur offrons des semences certifiées et ils produisent et nous rachetons. Aujourd'hui, on a des difficultés parce qu'il y a beaucoup de paysans qui ne s'en sortent pas à cause des aléas climatiques et aussi à cause du non-respect des engagements. Mais on n'est pas découragé. On n'est pas découragé. On va reprendre, mais en changeant de méthode pour que chacun puisse gagner. Okay? Actuellement, on fait la vulgarisation aussi des cultures pérennes, notamment les palmiers sélectionnés, les orangers, les goyaviers thaïlandais. Pourquoi? Parce que c'est des croissances rapides, mais pas non OGM, bien sûr, non OGM. Nous sommes également on a introduit les pommiers fruits du Kenya ici au Togo, et on a quelques pieds de pommiers déjà, et très bientôt ça sera le tour des pommiers du Sahel. Donc nous sommes dans les cultures pérennes, nous vulgarisons nous encourageons les Togolais à planter des arbres fruitiers, et pour finir, on représente ici une entreprise thaïlandaise qui a mis au point un biofertilisant dénommé Fortri, qui est un biofertilisant révolutionnaire, ionique. Donc c'est de la nanotechnologie. Donc le petit sachet de 5 grammes suffit pour fertiliser 5 hectares et à un prix battant toute concurrence. Donc nous sommes disponibles, on peut accompagner, même à distance. On a besoin des marchés intérieurs comme extérieurs, mais c'est toujours sur commande. Il faut toujours commander. Et vous pouvez déjà voir le numéro de M. Théo et son adresse au bas de votre écran. Parfait. C'est fini, vous présentez tous vos produits. Oui, nous avons également l'honneur, le plaisir de vous annoncer que je représente une association qui encourage les jeunes gens qui sont en ville à revenir au village. D'accord. Et cette association s'appelle comment? Arrêt Togo. Arrêt Togo. Association des ruraux épanouis du Togo. Dites-moi, vous ne savez pas, mais c'est Arrêt Togo qui a fait que je vous ai connu. C'est ça. Parce que dans le temps, moi, j'avais une initiative quand j'ai créé le concept RAT, qui était un concept de réveil et pour le développement. C'est ça. Et en ce moment, je faisais de la plantation de papaye. Donc, moi-même, je sélectionnais des graines. Je partageais ces graines-là de ville en ville, de village en village, pour partager l'expérience. J'étais vraiment chaud en ce moment. Je leur donnais des graines. Dans des petits sacs très bien faits. Voilà. Donc, et c'est dans cette démarche que j'ai vu le doyen. Je dis, bon, le doyen fait déjà ce que je fais. Et moi, je viens de commencer, j'irai prendre, je vais me renseigner auprès de lui, je vais prendre du savoir auprès de lui, et tout a commencé. Il est venu. Et avant toi, il y a Mohamed qui était là. Mohamed a puisé son inspiration de manioc ici. On est sincèrement des essais. Oui, c'était pas derrière moi. Je me rappelle de Gabriel. Le grand Gabriel. Oui.
Et puis, on s'est Ah rencontrés oui, sur les réseaux ah oui, sociaux, on ah oui, ça a échangeait. accouché quelque chose. Voilà, Mohamed est très grand aujourd'hui. Oui, Nous oui. sommes tous en train de Ben, nous réjouir de tout voilà, cela. voilà, Et c'est bien. il sera aussi de notre, très bientôt, il sera dans une de nos émissions parce que Voilà. aujourd'hui, nous, c'est vrai, tout le monde ne pourra pas aller à la terre. Il Ah y a oui. une seconde âme, c'est la communication. Ah, Donc parfait. aujourd'hui, moi, je C'est me suis bien. donné ce devoir-là Tu le fais déjà. d'aller prendre, de piocher les grands pionniers qui vont Voilà. partager leur expérience Parfait. et pourquoi pas ce qu'ils font Ah oui. avec l'ensemble. Donc, Parce que pour résumer tout ce que le doyen a dit, vous êtes au Togo, vous êtes jeune, vous êtes à la retraite, vous avez envie d'entreprendre dans le domaine agricole. Ne cherchez plus loin, venez à Nontien, demandez d'après le doyen René Théo. Il a son institut qui s'appelle déjà comment? Arrêt Togo. Arrêt Togo. Voilà. Non, pour la formation. Oui, Arrêt Togo, c'est... Arrêt Togo, voilà. Demandez, racontez le doyen René Théo, qui est le promoteur de Arrêt Togo. Et sur place, il va vous présenter son programme de formation. Et d'ailleurs, c'est un programme de formation qui se fait chaque 2 mois et pour certains modules et chaque mois pour d'autres. Donc, il a aussi dans son centre, que nous allons visiter tout à l'heure d'ailleurs, des dortoirs pour ceux qui doivent venir de loin. Et tout à l'heure, nous avions fait un travail extraordinaire qui va consister à reprendre toutes les activités ici. Donc désormais, il y aura un moyen de communication où vous pouvez avoir le programme de formation décliné durant toute l'année et vous pouvez choisir venir vous faire former. C'est important. Vous voulez entreprendre dans l'agriculture, vous devez vous faire former, vous devez chercher le marché et après vous installer tout doucement. Donc, on va arrêter cette émission ici. C'était l'émission qui vous enseigne, qui vous informe et qui partage des expériences des sages, de ceux-là qui ont déjà mené l'activité, qui ont fait des erreurs, qui ont eu des défis, mais qui les ont relevés et sont toujours debout. Ces expériences, c'est pour vous ouvrir la voie, c'est pour vous montrer le chemin. Donc, c'est vraiment important de maîtriser ces choses avant de se lancer. Donc, vous voulez vous lancer, vous êtes au Togo, n'hésitez pas, contactez le doyen René Théo pour vous faire former. Merci. Et pour continuer, je vais faire le résumé global de cette émission qui a pour objectif de mettre en lumière, faire connaître ces acteurs-là qui, chaque jour, se donnent, mouillent le maillot pour faire avancer leur localité, pour faire développer leur communauté, leur pays, mais dont on ne parle jamais. Nous nous sommes donné ce devoir d'aller vers ces personnes afin de mettre la lumière sur leur activité. C'est ce que nous sommes venus faire ici aujourd'hui au Togo, principalement à Nontien. Nous avons eu à nous entretenir avec le doyen René Théo, qui est un doyen à nous dans l'activité, et il a partagé beaucoup d'expériences avec nous, et ce qui va aussi vous édifier. Alors, pour la suite, je dirais, vous êtes un entrepreneur, vous pétriez d'expérience. Vous êtes une référence à cette émission. N'hésitez pas à nous écrire sur cette adresse que vous lisez. Contactez-nous. On pourra aussi venir réaliser une émission de genre avec vous pour édifier les jeunes. Je suis Alban Rousseau, consultant en stratégie de développement et croissance des entreprises agricoles. Aujourd'hui, je me suis donné pour mission d'aider tout entrepreneur, tout exploitant agricole, tout fermier qui rencontre des difficultés. Le devoir que je me suis donné, c'est de les aider, leur proposer des solutions réelles et les aider stratégiquement à trouver des solutions afin de décanter ces situations. Merci. Et je vais profiter de cette occasion pour dire merci au doyen René Théo, dire merci à mon cadre Eric, il a été spécial, et dire merci également à tous ceux qui nous suivent. N'oubliez pas de nous accompagner. Vous avez suivi cette émission, vous l'avez aimée, cliquez sur la cloche de notification, cliquez sur la cloche pour vous abonner
et partagez aussi la vidéo pour que d'autres personnes puissent aussi bénéficier de ces sages conseils que nous avons reçus. Et je dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. On se tient. Merci. Vous êtes une entreprise ou un exploitant agricole. Vous intervenez dans la chaîne de valeur agricole, production, transformation ou la vente des produits agricoles. Vous existez depuis plusieurs années. Vous travaillez, vous investissez, vous vous battez chaque jour. Et pourtant, vos résultats ne suivent pas. Vos chiffres tournent en rond et vous sentez que vous n'avancez pas. Ce que je vous propose, ce n'est pas une simple observation, c'est un diagnostic stratégique et structuré. Un regard extérieur, professionnel qui vient analyser votre fonctionnement, identifier ce qui vous freine et vous proposer des solutions concrètes. Parce que parfois, vous avez besoin d'un œil neutre, d'un partenaire qui comprend vos réalités et qui vous guide pas à pas vers des résultats durables. À la fin, vous repartez avec un rapport clair, des recommandations précises et un plan d'action adapté à votre entreprise. Le diagnostic personnalisé, c'est le premier pas vers la transformation de votre activité. Je suis Alban Ounsou, consultant en développement et croissance des entreprises agricoles et fondateur du cabinet ECAAT, Haute Attitude Agricoles et Technologies. Et je suis prêt à vous accompagner. Contactez-moi dès maintenant, email hautes-attitudes-agricoles@gmail.com au numéro de téléphone +200 29 0 196 07 1000 ou WhatsApp +240 et 16502 9245. Hâte, DUT, stop à vos problèmes et parlons réussite. L'Afrique a un potentiel immense, des terres riches, des hommes et des femmes qui se battent chaque jour pour produire, élever, transformer, distribuer. Mais pourtant l'agriculture reste encore trop faible, mal valorisée, mal organisée parce que nous produisons peu ce que nous mangeons et plus ce que nous ne mangeons pas. Nos produits partent et sont transformés ailleurs et reviennent plus chers chez nous. Seulement 30% de ce que nous consommons viennent réellement de notre sol. Il est temps de changer cela. C'est pour ça que j'ai lancé Hâte TV, une chaîne YouTube qui donne la parole à tous les acteurs agricoles pour vous montrer, vous valoriser, vous faire entendre. Abonnez-vous maintenant à la chaîne et ne manquez pas l'émission Mon Parcours Hâte TV, avec vous pour faire évoluer vos activités agricoles. Bienvenue au centre agro-pastoral Adegolo-Hoffen. Ici, nous façonnons l'avenir de l'élevage et de l'agriculture avec passion et expertise. Au CAPA, nous combinons tradition et innovation pour une production optimale. Nos infrastructures modernes garantissent un environnement sain et sécurisé pour nos animaux en favorisant une production de qualité. Avec une capacité de 6000 poules pondeuses, notre ferme produit quotidiennement des œufs frais et nutritifs. Grâce à une alimentation rigoureusement sélectionnée et un suivi vétérinaire attentif, nous vous garantissons une qualité irréprochable. CAPA, c'est aussi un centre de formation où nous partageons notre savoir-faire avec les futurs entrepreneurs agricoles. Que vous soyez débutant ou investisseur, nous vous accompagnons vers le succès. Du champ à votre assiette, nous nous engageons pour une production durable et responsable. Nos œufs sont rigoureusement sélectionnés pour vous offrir le meilleur de la nature. Envie de produits de qualité ou d'une formation d'excellence? Rejoignez-nous dès aujourd'hui au CAPA. Passez à la boutique ou contactez-nous à notre numéro de téléphone pour en savoir plus. Au centre agro-pastoral Adegolo-Hoffen, cultivons ensemble l'abondance de demain.